Un règlement intérieur au secrétariat permanent du G5 Sahel et un accord multilatéral de coopération en matière de sécurité et de défense. Voilà deux sujets à l'ordre du jour d'une grande rencontre de formation du cadre juridique et institutionnel entre États du G5 Sahel qui a débuté ce matin. Toujours au Sahel, 124 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'un projet régional d'appui au pastoralisme. Le lancement de cet important projet a eu lieu aujourd'hui à Bamako. 6 pays du Sahel sont concernés par cette initiative. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. Tout d'abord, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi en audience le représentant régional de l'ONUDC avec Pierre Lapac. Il a été question de la sécurité et de la lutte contre la drogue dans le Sahel. Mais avant, le chef de l'État avait accordé une audience au nouvel ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Khadija Toukone. Avec le nouvel ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, le président de la République a beaucoup insisté sur le renforcement de la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire, un pays ami. Ibrahim Boubacar Keïta lui a également prodigué des conseils. Essentiellement, il a insisté sur le fait que l'ambassadeur est le représentant personnel du chef de l'État. Donc, il est censé être d'égal partage pour l'ensemble des Maliens. Il est au-dessus de la mêlée, comme on dit. Notre rôle, c'est de booster pour aller plus loin encore, raffermir davantage les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Notre pays abrite un grand atelier des pays membres du G5 Sahel. Cette rencontre permettra la formulation du cadre juridique et institutionnel pour la coopération en matière de sécurité et de défense des États du G5 Sahel. L'ONUDC, qui est un partenaire important du G5 Sahel, prend part à ce forum. Son représentant régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a été donc reçu par le chef de l'État. Donc on a évoqué bien sûr la thématique sécuritaire dans le pays, comment on pouvait ensemble travailler l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'État malien pour renforcer la sécurité, renforcer la chaîne judiciaire, renforcer les services de police, mais bien sûr aussi la justice, pour que le crime ne paie pas et que l'ensemble de ces services soit plus efficace. Alors cet atelier a pour but, si vous voulez, de mutualiser les efforts des pays du G5 par la création d'une plateforme de sécurité, de façon à ce que les différents services répressifs dans ces différents pays puissent communiquer en temps réel de manière beaucoup plus efficace, que la collecte du renseignement criminel soit plus efficace et surtout que donc les investigations s'en suivent et les criminels soient arrêtés le plus tôt possible. Donc c'est l'objet de cette réunion et qui devrait ensuite permettre de produire un document qui sera très probablement validé, enfin probablement je l'espère, validé par les différents ministres de l'Intérieur à N'Djamena d'ici un mois ou un mois et demi. L'ONUDC s'est proposé d'apporter assistance nécessaire au G5 Sahel pour que le Sahel soit un espace de paix, de prospérité et de concorde. Oui, la paix, on en parle pour être tout à fait complet. Bamako abrite depuis ce matin un atelier de formation du cadre juridique et institutionnel pour la coopération en matière de sécurité et de défense entre les États du G5 Sahel. Le rendez-vous de Bamako examine deux textes à soumettre à l'appréciation des dirigeants de l'espace. D'abord, un règlement intérieur au secrétariat permanent du G5 Sahel et ensuite, donc, un accord multilatéral de coopération en matière de sécurité et de défense. On fait le point avec Sori Ibrahim Keïta. Le G5 Sahel s'organise face à un ennemi qui se renforce de plus en plus. Après le sommet constitutif du 15 au 17 février 2014 à Nouakchott, après la conférence des ministres à Niamey le 14 mai dernier, les États membres du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, se retrouvent à Bamako pour donner corps à deux initiatives, conditions sine qua non à l'effectivité de la jeune organisation. Un règlement intérieur pour le secrétariat permanent et une entente de coopération en matière de sécurité et de défense. Nous constituons un pôle de réflexion et de proposition. Aussi, mettons en branle toute l'expertise nécessaire pour des solutions concrètes et pertinentes, en ayant à l'esprit la sensibilité du secteur et la nécessité pour nos États de faire souvent violence sur eux, en laissant quelquefois une partie de leur souveraineté dans l'intérêt et au profit de notre jeune organisation, dans le souci bien compris
d'une meilleure coordination des actions de défense et de sécurité de notre espace. De notre point de vue, un projet de coopération dans le cadre du G5 Sahel, comme tout autre projet similaire dans le monde, doit non seulement se construire avec les partenaires concernés, mais également s'accompagner pendant une certaine période de temps. Cet atelier revêt une importance pour des raisons internes au G5 Sahel, mais aussi pour des raisons de politique internationale. Du bien révélateur de cet atelier devrait sortir un statut des missions bien déterminées des dirigeants du groupe. Les domaines de sécurité sur lesquels sera bâtie la coopération, une méthodologie claire de gestion des systèmes d'information et de communication sécurisés, etc. L'importance d'une étroite coopération régionale pour la sécurité et le développement au Sahel et ses implications pour la stabilité en Afrique et au-delà font aujourd'hui l'unanimité. Notre espace de coopération, faut-il le rappeler, regroupe les 5 pays où l'on retrouve la plus grande concentration des menaces contre la paix, la sécurité et contre le développement. L'une des principales difficultés pour relever le défi réside entre autres dans la faiblesse des mécanismes de coordination intra- et inter-États, ainsi que dans l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et techniques des forces de défense et de sécurité. Eu égard à votre ordre du jour très ambitieux, j'entrevois déjà des débats intenses et fort intéressants. Je reste convaincu que vous veillerez à ce que les projets de textes issus de vos travaux soient en parfaite cohérence avec la Convention de création du G5 Sahel et les textes relatifs au secrétariat permanent adopté le 21 juillet 2015. Les participants sont en tout cas unanimes. La pertinence de ce rendez-vous s'avère plausible et tous les regards seront tournés vers ces résultats dans les prochains forums internationaux. Dakar dès novembre à la rencontre pèse sécurité en Afrique, à Malte à la réunion Europe-Afrique sur l'immigration et à la réunion des experts G5 Sahel et Europe à Bruxelles très prochainement. Solidarité et compréhension mutuelle, telles sont les clés de voûte ici décelées pour la résolution de l'équation insécurité dont tous savent qu'elle est anti-développement et que ces turféreurs se renforcent de plus en plus. La sécurisation du foncier maintenant. Oui, le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières était face à la presse hier. Au cours de cette rencontre, le ministre Bathily a informé les hommes des médias de l'annulation de certains actes administratifs concernant les titres fonciers frauduleusement attribués dans le cercle de Kati. Compte rendu, Boubacar Sissoko. Après sa rencontre avec les agents du service des domaines et du cadastre de Kati, le jeudi dernier pour dire ses vérités concernant les titres fonciers frauduleux, le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières passe à la vitesse supérieure. Il annonce à la presse que son département a décidé d'annuler tous les titres fonciers illégalement attribués à des sociétés immobilières de la place. Il est arrivé que des esprits malins aient conseillé à des gens de créer sur papier des sociétés dites immobilières et par ce moyen de chercher à s'accaparer autant de terres que possible pour leur profit sans aucun investissement, sans aucune plus-value ni pour la société ni pour les finances publiques. Nous allons publier la liste de ces titres, nous allons le donner à la presse. Ces titres ne valent absolument rien parce qu'ils ont été tout simplement pris en violation de toutes les lois, y compris du décret que de la loi foncière qui ne prévoit pas d'échange. Et nous avons donc identifié à peu près 7 titres fonciers pour Banga Immobilier et 7 titres fonciers pour Comé Immobilier. Le ministre Bathily estime que les textes en la matière ont été violés avec la complicité des agents de l'État. Il poursuit que les mécanismes juridiques ont été inventés pour troquer des titres de Kati contre d'autres de l'État à Tabakoro. Ils ont été créés sur une base juridique qui n'existe même pas dans l'ordonnancement juridique foncier, l'échange. Tout simplement été échangé soi-disant des titres. Mais pourquoi l'échange ?
Ce n'est pas un mode prévu par le code domanial et foncier. Le mot échange n'existe pas là-bas. Pour couvrir leur opération, ils n'ont pas pris d'acte administratif. Ils ont été chez le notaire faire un acte notarié d'échange. Les sociétés immobilières indexées par le ministre en font un fonds de commerce, la vente des terres au détriment des paisibles populations rurales, a-t-il ajouté. 124 milliards de francs CFA, c'est le montant destiné à la réalisation du projet régional d'appui au pastoralisme du Sahel, dont le lancement a eu lieu ce matin ici à Bamako. Sont concernés par ce projet le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, la Mauritanie et le Tchad. Compte rendu sous le mannequin Sidibé. Pour une durée de 6 ans et pour un montant de 124 milliards de nos francs, le projet d'appui au pastoralisme au Sahel vise à améliorer l'accès à des moyens et services de production animale, l'accès au marché pour les pasteurs, agro-pasteurs des zones frontalières sélectionnées et le long des axes de transhumance dans les pays sahéliens. Il importe également pour ces pays de renforcer la capacité de réponse efficace aux crises pastorales ou d'urgence. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du CILS, soucieux du développement socio-économique de leur population, accorde une attention toute particulière au développement de l'élevage pastoral, gage de la croissance économique forte et durable de notre sous-région. L'engagement permanent des États membres du CILS a œuvré pour l'amélioration de la résilience des populations sahéliennes, a abouti à la déclaration de Nouakchott à la suite d'un forum de haut niveau sur le pastoralisme, organisé également à Nouakchott en octobre 2013. Le projet financé par la Banque mondiale a une clé de répartition au regard des besoins de chaque pays. La Banque mondiale a mobilisé une enveloppe de 248 millions de dollars, dont 45 millions sont affectés individuellement à chacun des 4 pays qui ont le plus gros cheptel de la sous-région, à savoir le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, et 30 millions de dollars à chacun des 2 autres pays, à savoir le Burkina Faso et le Sénégal. Une enveloppe de 8 millions de dollars est affectée au CILS afin de lui permettre de jouer son rôle d'assistant technique. Le projet est soutenu par l'Organisation mondiale de la santé animale. Sa directrice a réaffirmé son engagement pour la réalisation de la faculté d'élevage et de santé animale pour l'université de Ségou. La rencontre a été clôturée par une conférence de presse, point de presse animée par les ministres du Niger, du Mali et du Sénégal, la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé animale et le chargé du PRAPS à la Banque mondiale. Le ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions a présidé l'ouverture d'une séance de travail sur l'emploi initiée par le Bureau international du travail BIT en collaboration avec les pays du Sahel. Le programme en question vise à accroître la création d'emplois dans les pays concernés. Compte rendu Isaac Thienou. L'emploi pour la paix, la stabilité et le développement socio-économique du Sahel est au cœur d'un atelier qui se tient à Bamako. Ce programme vise à accroître la création d'opportunités d'emploi productifs et durables. La région du Sahel, malgré les nombreux défis qui se posent à elle, dispose de nombreux atouts qui peuvent contribuer à son développement socio-économique. Et de ces potentialités que le Bureau international du travail, en collaboration avec ses mandants et ses partenaires, a retenu d'initier un programme sous-régional visant la création d'emplois pour la paix, la stabilité et le développement socio-économique du Sahel. Cette politique de création d'emplois est l'une des préoccupations du gouvernement malien. La mise en œuvre de ce projet, encore une fois, Madame, permettra de booster les conditions de vie des populations des vallées et de façon générale l'ensemble de la sous-région. Le gouvernement ne peut cependant tout faire tout seul. La participation effective des employeurs et des travailleurs à travers leurs organisations représentatives dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet soumis à votre analyse est plus que nécessaire. Le gouvernement, pour sa part, accordera toute l'attention requise aux conclusions qui sortiront de vos débats. Ce programme concerne outre le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso.
Passation de service entre le ministre sortant en charge de l'intégration africaine et de la coopération internationale Abdoulaye Diop et le nouveau titulaire de ce département, Cheikhna Seydi Mahamadi Diawara. Dans son intervention, le ministre Diop a félicité le ministre Diawara pour le choix porté sur lui et l'a assuré de toute sa disponibilité. Quant au ministre Diawara, il a salué les efforts déployés par son prédécesseur à la tête de ce département. Démarrage à Bamako des travaux de l'atelier de formation des conseillers de la section des comptes. Les participants renforcent leurs capacités en matière de droit budgétaire et financier, compte rendu à Gali Adagissa. La réforme de l'administration publique passe par la formation continue du personnel. La section des comptes ne fait pas exception à cette règle. Elle débute ainsi une série de formations des juges de comptes. La reddition et le jugement des comptes des comptables publics sont d'ordre public. Les objectifs généraux des présents ateliers portent sur le renforcement des capacités des conseillers de la Cour suprême. Pour atteindre ces objectifs, les participants se pencheront sur plusieurs thèmes se rapportant aux droits budgétaires et financiers. Concernant l'atelier sur le droit budgétaire et financier, il porte sur les principes généraux du droit budgétaire et financier, les finances publiques non étatiques. S'agissant de l'atelier de formation judiciaire générale, les modules s'articulent autour des thèmes suivants: l'organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour suprême, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OHADA. Les travaux qui durent 10 jours sont conçus par le bureau SACO Études et animés par des experts nationaux. Cérémonie de clôture de la session de formation en mode e-learning. Cette session, destinée donc aux collaborateurs du médiateur de la République, avait pour objectif d'accroître les capacités personnelles des apprenants dans un contexte de modernisation des méthodes et techniques de travail au sein des services du médiateur de la République. Voilà, cérémonie de clôture de la session de formation en mode e-learning. Une session destinée aux collaborateurs du médiateur de la République. Une rencontre qui a pour objectif d'accroître les capacités personnelles des apprenants. Voilà. Une délégation du Conseil économique, social et culturel conduite par son président, Dr Boulkassoum Haïdara, a pris part du 16 au 18 septembre 2015 à Moscou, en Russie, aux travaux de l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires. Cette rencontre avait pour thème central le changement climatique en prévision de la COP21. En marge de cette rencontre, Dr Boulkassoum Haïdara s'est entretenu avec le vice-président de la Chambre civile de la Fédération de Russie sur la mise en œuvre de l'accord de coopération signé entre les deux institutions en février 2015. Voilà. Le Comité national olympique et sportif du Mali se chargera désormais de la médiation dans la crise du football malien. La mission lui a été officiellement confiée cet après-midi par le ministre des Sports. Ousseini Amion Guindo estime qu'il s'agit là de la médiation de la dernière chance et il appartient aux différents protagonistes de mettre le Mali et son football au-dessus de toute autre considération. Écoutons le ministre des Sports au micro de Khalifa Nama Traoré. Nous sommes venus effectivement confier la médiation au comité olympique pour faire en sorte que le football malien retrouve la sérénité. Et à ce stade, ce que je pourrais vous dire, c'est vraiment un appel à l'ensemble des Maliens, un appel particulier à l'ensemble des acteurs du football et du sport, d'aider le comité olympique dans cette mission qui est délicate et de faire en sorte que toutes les énergies convergent autour du comité olympique pour trouver une solution à ces problèmes.
Et nous sommes optimistes parce que tout simplement, au niveau de l'État, nous n'accepterons pas le statu quo. Nous ne nous accommoderons pas avec le désordre. Ça, c'est une constante désormais au niveau de l'État. Mais nous avons des valeurs. Nous avons des structures intermédiaires qui aujourd'hui encore ont des cartes à jouer. Et il est bon, c'est pourquoi je l'appelle médiation de la dernière chance. Et je pense que le Comité national olympique et sportif du Mali est la structure aujourd'hui la mieux appropriée pour conduire cette médiation. Le Comité olympique est conscient du fait que la situation est en train de s'aggraver au fur et à mesure. Donc, je pense que le Comité olympique, en tout cas, prendra la mesure des choses donc pour essayer de se situer dans les délais pour qu'il n'y ait pas d'autres problèmes encore. Ça dit que c'est simplement la crise au sein de la Fédération malienne de football et également la Ligue de football de Bamako. Alors, excusez-moi, dans ma compréhension, la Fédération malienne de football, c'est l'ensemble des associations, donc des acteurs du football. Donc, la crise est encore au sein de la Fédération malienne de football. Que ce soit au niveau de l'instance dirigeante, que ce soit donc du comité exécutif, que ce soit au niveau des ligues, je pense que c'est une affaire effectivement de la Fédération malienne de football. Mais ce n'est pas un cas, c'est toutes les gangrènes aujourd'hui qu'il faut soigner. Le son et la lumière, deux éléments qui font l'esthétique d'un spectacle. Le lancement d'une série d'activités dans le domaine a eu lieu ce matin. C'est une initiative de la 17e session du conseil d'administration du Palais de la Culture Amadou Ampateba, compte rendu Alpha Maïga. Le spectacle, il se nourrit de son et de lumière. Les acteurs de l'ombre qui gèrent les deux concepts sont réunis ici. À leur intention, procéder au lancement officiel d'une série de formations sur le sujet. Durant donc 30 jours, les participants travailleront sur plusieurs modules, entre autres, la responsabilité du régisseur technique, les outils de la sonorisation, la console de mixage, les amplificateurs de puissance, etc. Pour le ministre de la Culture, il faut transmettre. Mais pour transmettre, il faut savoir. Pour transmettre, il faut créer le cadre adéquat. Enfin, pour transmettre, il faut être dans des conditions adéquates. Tout est parole. Tout cherche à nous communiquer une connaissance. Cet atelier est le fruit d'un partenariat fécond et dynamique entre mon département, à travers le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. La politique culturelle au Mali exige une professionnalisation et surtout une organisation du secteur. Un spectacle en son et lumière, souvenez-vous d'une biennale artistique et culturelle. Tout un art. Culture toujours à Ségou, la Direction nationale du patrimoine culturel vient de lancer les travaux d'un atelier sous-régional à l'intention des gestionnaires de biens culturels. Les participants vont au cours de cet atelier renforcer la capacité de mise en œuvre du processus d'inscription sur la liste du patrimoine mondial en vue de multiplier le nombre de sites. Compte rendu Honoré Tchenou. C'est une vingtaine de gestionnaires de biens naturels et culturels venant du Burkina, de la Mauritanie, du Tchad et du Mali qui se réunissent autour de cet atelier avec une seule ambition, celle d'accroître en nombre et en diversité les biens patrimoniaux inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Le Fonds pour le patrimoine mondial africain s'efforce de contribuer à une meilleure conservation et protection du patrimoine naturel et culturel africain. Il est pour les États membres de l'Union africaine qui ont signé la convention sur le patrimoine mondial de 1972, instituant pour remplir les objectifs que le confère. Cet atelier francophone qui s'étendra sur 2 semaines à Ségou devra permettre à ces gestionnaires de renforcer leur capacité de mise en œuvre du processus d'inscription sur la liste du patrimoine mondial. La richesse et la diversité du patrimoine culturel de l'Afrique ne sont plus à démontrer. Pour qui connaît, toute personne avisée du potentiel culturel et naturel du continent africain, il ne fait aucun doute que cette région du monde est injustement pénalisée par le grand déséquilibre que l'on peut constater sur la carte des sites
du patrimoine mondial. La formation est organisée par la Direction nationale du patrimoine mondial du Mali et le Fonds pour le patrimoine mondial africain avec le soutien du ministère de l'Artisanat et du Tourisme au Mali, le ministère des Affaires étrangères de la Norvège et l'UNESCO. Santé à présent, la situation du paludisme au Mali n'est pas alarmante, même si la maladie a connu une recrudescence ces dernières semaines. Le sujet était à l'ordre du jour d'une conférence au ministère de la Santé. Compte rendu, Isaac Kirou. Il s'agit à travers cette conférence de presse de faire le point sur l'évolution du paludisme qui marque l'actualité sanitaire dans notre pays. Au cours de cette rencontre avec la presse, le point focal du paludisme au Mali, Dr Souleymane Sakou, a fait le point de la situation de façon générale. Quant au professeur Mamadou Tira, du centre de recherche sur le paludisme, il a donné plus de précisions sur l'évolution de la maladie. Je vais rappeler que la situation du paludisme au Mali en général et au nord est connue de nos différentes équipes suite aux investigations qui ont menées depuis les années 1988 où nous avons déjà décrit les premiers cas de paludisme à Plasmodium vivax. Et il y a eu une situation similaire en 1999. Nous sommes dans une zone de transmission saisonnière où pendant les saisons de pluie, nous observons une recrudescence des cas de paludisme. Et ces recrudescences sont beaucoup plus accentuées quand les pluviométries sont beaucoup plus fréquentes et que les conditions de température se maintiennent. De sorte que cette année, avec les pluviométries qui ont été assez prolongées et ensuite qui ont été espacées, parce qu'un certain type d'espacement est vraiment propice à la multiplication des vecteurs responsables du paludisme. Il faut qu'il y ait suffisamment de pluie, que les pluies ne se suivent pas à une catastrophe élevée et que ça donne le temps au gîte, au moins 2-3 jours, pour pouvoir rester de façon temporaire et permettre le développement de moustiques. Ces conditions, associées à la présence de populations susceptibles, font qu'on peut observer une recrudescence. Nous avions défini à l'époque les seuils épidémiques de paludisme comme correspondant à un certain nombre de cas de paludisme en fonction de la population qui est à risque, qui représente une proportion de l'ordre de 50% de la population dans les cas qui sont notifiés dans les centres de santé. Il faut dire que jusqu'à présent, dans les données qui nous ont été rapportées, on est loin d'atteindre un tel seuil. Donc nous sommes dans une situation d'évolution cyclique avec des recrudescences saisonnières en fonction de la pluviométrie qui se sont déjà déroulées et qui ont été prises en compte avec des stratégies appropriées. Et à peu près, c'est la même chose qu'on est en train d'observer maintenant. Mais ce qui fait que c'est très particulier, c'est que la saison précédente, les pluviométries ont été beaucoup moindres. Par conséquent, les gens ont eu tendance à penser que le paludisme est en train de reculer du fait de l'application des mesures de lutte. Mais il y a les mesures de lutte, mais il y a aussi les conditions saisonnières qui peuvent parfois nous aider ou bien parfois nous compliquer la tâche. Donc, je reviens sur l'information importante au nom du ministère, c'est que les données qu'on a observées ne nous donnent pas d'indication pour parler d'une épidémie de paludisme. La recrudescence a été observée non seulement au nord, mais aussi à Bamako, à l'hôpital Gabriel Touré, et même dans les sites d'études que nous avons dans la région de Sikasso au sud, où nos équipes sont vraiment débordées par le nombre de cas de paludisme qui vient. Au dire des spécialistes, la situation n'est pas alarmante. Quand à cela ne tienne, le gouvernement du Mali a déjà pris les dispositions idoines. Les mesures qui ont été prises ont été vraiment le renforcement des ressources humaines, le renforcement des équipements et la mise sur place des intrants de lutte contre le paludisme à tous les niveaux. Et les infrastructures également ont été également renforcées pour faire face non seulement à des engorgements dans certaines structures comme à l'hôpital Gabriel Touré, mais également le cas du Nord également. Des dispositions sont prises pour vraiment arrêter, si vous voulez, cette flambée de cas de paludisme dans le pays. Et le cas de Kidal, le ministre a envisagé qu'il y ait déjà un traitement de masse pour traiter tout le monde de 0 à 80 ans, traiter tout le monde et traiter tous les cas de malades de façon adéquate. Et cela pourra être fait 2 fois. Et en même temps qu'on va traiter, il y aura une équipe de chercheurs de MRTC qui sera là également pour faire des prélèvements de sang,
pour voir les parasites qui sont effectivement en cause et comme ça prendre des dispositions particulières, non seulement d'ici le deuxième tour, c'est-à-dire d'ici un mois pour le deuxième tour, mais également pour l'avenir. Le message qu'il donne à la population, comme l'a dit tout à l'heure le communiqué du gouvernement, c'est vraiment demander à tout le monde d'être serein, mais d'observer les mesures de prévention du paludisme, c'est-à-dire dormir sous moustiquaire à tout moment, en hivernage, en saison sèche, et également assainir les lieux, n'est-ce pas, les flaques d'eau, il faut remblayer, éviter ça dans les domiciles et fréquenter les centres de santé chaque fois qu'il y a la fièvre pour que les dispositions soient prises à temps. Cette conférence de presse se tient au moment où une rumeur fait état de fièvre mystérieuse dans le nord du pays, qui, au dit des responsables de la santé, serait le paludisme. Le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, à travers la Direction nationale du développement social, au chevet des revenants du Hajj 2015, il vient de commettre des psychologues pour leur prise en charge dès leur arrivée. À la date d'aujourd'hui, plus de 800 pèlerins ont reçu leurs prestations. Notre reporter Mamourou Sidibé a fait un tour dans les bureaux de la cellule d'urgence psychologique. Voici son reportage. Après le drame survenu à Mina en Arabie Saoudite, drame qui a affecté les pèlerins survivants et leurs familles, le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire à travers la Direction nationale du développement social a vu opportun leur prise en charge psychologique dès leur arrivée au Mali. Pour ce faire, l'Association des jeunes psychologues et l'Association malienne de psychologie sont à pied d'œuvre à la maison du Hajj. Nous avons mis un dispositif en place qui permet déjà de sensibiliser les parents sur les éventuels troubles que pourraient rencontrer les pèlerins. Et nous avons rencontré les pèlerins eux-mêmes pour les informer sur ce qu'ils pourraient vivre. C'est important parce que lorsqu'on est prévenu, on peut prendre des dispositions et ne pas être surpris. Et pour le dispositif, vous voyez que nous avons une salle de débriefing psychologique. Et la salle de débriefing psychologique consiste en quoi? À recevoir un certain nombre de pèlerins, parce que c'est connu, c'est codifié, un certain nombre de pèlerins qui vont verbaliser leur vécu. Et déjà, lorsqu'on arrive à verbaliser ce qu'on a vécu, on diminue la tonalité émotionnelle. Il y a bien sûr, le reste du travail est à faire et accompagner, mais déjà à travers le débriefing psychologique, on arrive aussi à identifier des cas. Parce que les personnes sont touchées de façon différente. Alors, lorsque nous identifions des personnes qui sont très affectées, nous les prenons en entretien individuel. Donc vous avez l'autre salle, l'entretien individuel consiste donc à identifier davantage le problème que la personne vit et à mettre en place des techniques psychothérapeutiques pour l'aider encore à diminuer la tonalité émotionnelle. Le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire n'est pas à son premier geste en faveur des personnes en détresse. Selon les initiateurs, le travail abattu par ces jeunes est à hauteur d'attente. Malgré ce que nous ressentons tous, parce que chacun de nous est affecté. Celui qui n'a pas son parent dedans a certainement un ami. Tout le monde se connaît. Le sens que nous donnons à ce travail, mais comme je vous l'ai dit, c'est un travail que nous faisons tous les jours. Ce n'est pas seulement à cette occasion que ce travail d'accompagnement en faveur des personnes en détresse, quelle que soit la cause de la détresse. La cellule d'urgence psychologique est résolument engagée à prêter son service à tous nos compatriotes touchés par cette crise. Le soutien moral et psychologique sera relayé par les démembrements du département au niveau région, cercle et commune. Suite à ce drame survenu à Mina, le Parti écologiste pour l'intégration et le mouvement Maliko de Caille présentent aux familles endeuillées leurs condoléances les plus attristées et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Un des auteurs des braquages sur le tronçon Tombouctou-Gundam a été arrêté par les forces armées de sécurité à Tombouctou. Les bandits avaient braqué des voyageurs à bord de véhicules de transport, compte rendu Yaya Tandina. Les occupants de ces deux véhicules, un camion et une Toyota, ont été l'objet de braquage sur la route Tombouctou-Gundam. L'opération menée par des bandits armés a été stoppée par l'escorte ordinaire des forces armées maliennes. Résultat, un suspect mis hors d'état de nuire, les véhicules et leur contenu récupérés. Une de nos missions d'escorte hebdomadaire entre Gundam et Tombouctou qui a mis la main sur un élément des bandits qui avaient
intercepté 2 véhicules, un camion plus une Toyota, débarqué le contenu du camion pour l'amener un peu au nord. Donc la patrouille a eu l'information et les poursuites ont été engagées. Et ils ont retrouvé le camion et puis la Toyota et un suspect a été interpellé. Quand on a engagé la poursuite, donc on a traqué ces éléments en cours de route parce qu'eux aussi ils ont reçu l'information comme quoi on a engagé la poursuite. Donc ils ont laissé ces bagages-là en cours chemin, donc ils se sont confondus à la population. Donc sur le lieu, quand même, on a pu arrêter qu'un suspect. J'ai voulu anticiper sur l'escorte quand j'ai vu devant moi un monsieur armé qui a voulu tirer sur moi. Je me suis arrêté et 2 autres m'ont encerclé automatiquement. Le camion a été déchargé de son contenu et un premier véhicule est venu faire le premier voyage quand les forces armées sont intervenues et les 2 autres ont pris la fuite. Cette action des forces armées maliennes pourrait être le début de la fin de nombreux braquages dont sont victimes les populations de la 6e région. Le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes était aujourd'hui en visite à Sikasso, objectif s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du chantier école de pavage de la rue Charlouanga. Le constat qui se dégage est que les travaux évoluent normalement, nous dit Bambi Idrissa Touré. Ce chantier école d'une longueur de 1054 mètres et 20,7 mètres de largeur qui vient de recevoir la visite du directeur général de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes et sa délégation est exécuté dans le cadre de la promotion de la technique haute intensité de main-d'œuvre. Financé pour un coût total de 225 millions de francs CFA, de nos jours, 50% des pavés ont été déjà produits et les caniveaux réalisés en 15 jours sont à un niveau de 80%. D'où ces satisfaits du directeur général de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. C'est surtout la sensibilisation de la population par rapport aux fermetures de certaines jonctions et de certains nœuds de croisement pour que vraiment le chantier avance très rapidement. Nous sommes très heureux, très fiers d'aller rendre compte que les travaux ont commencé il y a presque 20 jours, que le chantier est fourni, que ça avance et que tous les éléments nécessaires sont là pour que le chantier finisse à temps réel. Un chantier école qui viendra renforcer la capacité des jeunes sur les techniques de taille et de pose de pavés de roche. En marge de la visite, la délégation s'est rendue dans les carrières de roche à Sokourani, Msirikoro et Amdalaï. Et les autorités régionales de mettre l'accent sur l'utilité publique de l'infrastructure qui sera réalisée. C'est une œuvre gigantesque qui va apporter un plus dans le bien-être des populations de Sikasso. Et nous souhaitons vraiment que ces travaux évoluent dans les bonnes conditions et que les populations qui acceptent et soutiennent ce travail. A signaler que la réalisation de ce projet d'aménagement urbain à Sikasso est étendue sur 3 mois et 75 jeunes seront formés dans la taille de pavés de roche et 100 jeunes dans la pose. Le monde des affaires maintenant, Bamako-Dubaï, Dubaï-Bamako, c'est pour bientôt avec la compagnie aérienne Emirates. Les responsables de la compagnie ont rencontré aujourd'hui les opérateurs économiques pour leur présenter leurs produits. Le premier vol à partir de Bamako est prévu pour ce 25 octobre. Salimata Daou, compte rendu. En prélude au démarrage de cette activité à Bamako, Emirates a rencontré les grands voyageurs qui sont les opérateurs économiques. Les échanges ont porté sur les opportunités de voyage que la compagnie pourrait offrir à la clientèle malienne. On est une compagnie qui vient sur un terrain nouveau et il est important de rencontrer les opérateurs économiques à travers une structure organisée qui est la Chambre de commerce. Emirates va démarrer le service direct entre Dubaï et Bamako le 25 octobre. Et il est prévu au démarrage 4 vols par semaine. Les représentants de Emirates ont, semble-t-il, bien vendu la compagnie. La cible est intéressée par l'offre. Je souhaite vivement effectivement que les Maliens, les opérateurs économiques en particulier, profitent largement de cette compagnie. Nous allons seulement les demander de nous faire des bons tarifs. Et surtout quand les Maliens voyagent, vous savez, en partant nous n'avons pas de bagages, mais en venant nous sommes des commerçants, nous avons beaucoup de bagages. Donc nous avons demandé de faire des tarifs préférentiels. Le Mali devient le 28e pays africain à être desservi par la compagnie aérienne des Émirats Arabes Unis. Un participant a été tiré au sort. Il gagne un billet d'avion Bamako-Dubaï, Dubaï-Bamako. L'Assemblée nationale a désormais un restaurant rénové, un espace dénommé les délices du Parlement. Il offre un cadre idéal. Le président de l'institution a visité les restaurants qui proposent plusieurs menus. Voilà.
Le restaurant rénové de l'Assemblée nationale, les délices du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale a donc visité ce restaurant. Voilà le menu. Voilà des plats qui vont certainement inspirer lors des sessions. Le secret de Ma, c'est l'intitulé du film de la nouvelle réalisatrice Penda Diakité. Ce film est un court-métrage qui brise le silence sur un phénomène de plus en plus en mode dans notre société. Il s'agit des relations entre individus de différentes générations. La projection de film au CICM a été suivie par Cheikh Oumar Sangaré. Voici son compte rendu. Non, ne fais pas l'innocent. Tu sais très bien que je t'aime. La mère, Ma, son fils Jack et l'ami de son fils Edou vivent sous le même toit. La riche mère séduit l'ami de son fils et finit par nouer des relations intimes avec ces derniers jusqu'au jour où le fils innocent les surprend. Une perversion bien présente dans notre société que la réalisatrice dénonce dans ce film titré Le secret de Ma. Tout le monde sait ce qui se passe dans la société aujourd'hui, mais si on n'ose pas d'en parler, donc ça va être difficile. Ça ne finit pas. Voilà pourquoi je me suis permis de me cacher derrière la caméra pour faire sortir ce qui est caché. Que tout le monde voit et mais personne n'ose en parler. Ton cadeau.